je vais vous parler d'open source dans le domaine de l'intelligence artificielle et plus spécifiquement des travaux qu'on mène avec cette communauté OpenLLM. Donc je me présente, donc je suis Michel Marimaudet, je suis le directeur général de la société, mais surtout je me suis mis comme défi en fait d'animer cette communauté OpenLLM France, vous le savez, qui a été créée au mois de juin. Et donc du coup, première chose ce matin, je voulais quand même vous partager quelques chiffres de cette communauté. Donc comme je vous disais, donc elle a été construite à partir de mi-juin. On a réussi à onboarder à peu près 400 membres. Et sur ces 400 membres, aujourd'hui, si vous voyez sur la partie droite, donc on a une bonne répartition entre finalement une vingtaine de pourcents de tout ce qui touche en fait à la recherche académique, parce que c'est avant tout en fait l'IA quelque chose de nouveau et on a besoin en fait de l'apport de la recherche académique. C'est des gens en fait donc des labos. Alors on peut citer le Lauria, le LIX, le CEALIST en fait qui participent en fait à nos travaux très régulièrement. On a bien sûr un ensemble en fait, d'entreprises de start-up à peu près à l'ordre de 30%, ça représente quand même 110 personnes, 110 sociétés qui sont réunies, dont certaines sont présentes sur notre stand aujourd'hui, donc je pense à la société Tolker, et qui est présente dans cette communauté. On a quelques grands comptes, une trentaine de grands comptes qui suivent nos travaux, donc je pense qu'ils sont plutôt en mode veille pour voir en fait effectivement qu'est-ce qui se passe de manière en fait à adopter ces solutions-là en fait dans les mois à venir. Et donc c'est aussi de voir qu'est-ce qui se passe dans cette communauté, dans cet écosystème. Et enfin, bon, on a quelques curieux, des enthousiastes. Et parce que cette communauté, elle est avant tout ici pour vulgariser ce qu'est en fait l'IA générative et le poids, et c'est l'objet de ma présentation ce matin, en fait l'impact de l'open source sur cet environnement-là. Notre ambition, elle est finalement assez simple avec OpenLLM France, c'est de répondre à la problématique de la souveraineté dans le domaine de l'IA générative. Il y a un an, on se félicitait tous de l'arrivée de ChatGPT. C'est très bien pour la sphère personnelle, c'est très bien quand on est sur de la donnée non sensible, mais pour les organisations qui ont besoin de traiter des informations métiers, des données en fait dans le domaine de la santé, des domaines en fait RH, forcément, se pose la question de la souveraineté. Et la réponse que nous on y apporte, c'est de construire finalement une nouvelle génération de modèles open source et souverains. Et on va revenir sur cette notion d'open source puisque vous avez forcément entendu de modèles dits open source. Donc je peux citer Mistral, Llama, Falcon, mais c'est pas notre définition de l'open source. Un modèle aujourd'hui, selon nous, à qualifier en fait d'open source, c'est un modèle où on connaisse de la phase d'apprentissage jusqu'à sa licence en fait d'exploitation, l'ensemble des conditions qui permettent en fait l'usage de cette technologie au sein de l'organisation. Et aujourd'hui, force est de constater, vous avez certainement expérimenté par vous-même, que les modèles qu'on côtoie ne sont pas réellement en fait open source, mais plutôt open waste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne connaît pas réellement finalement les données d'apprentissage qui ont été utilisées pour entraîner le modèle. On connaît à peu près leur répartition, mais on ne connaît surtout pas d'où elles viennent, comment elles ont été collectées, les traitements qu'elles ont opérés. Et donc forcément, ça questionne. Et en tout cas, ça doit nous questionner dès lors qu'on s'intéresse à des cas d'usage sensibles et critiques. Donc, comme aujourd'hui, les débats sont en cours, hein, vous le savez, aujourd'hui, il y a des réunions très importantes sur l'IA Act au niveau de la Commission européenne. Donc on attendra ce soir de savoir le résultat de ces discussions. Et comme il y a eu pas mal de buzz sur la sortie de ces modèles, l'OSI, donc l'Open Source Initiative, s'est quand même positionné en expliquant mais tous ces modèles-là ne sont pas open source au sens de l'OSI. Et donc des travaux ont été initiés. Donc je vous ai mis la référence ici. Donc sur le comité qui est en train de se réunir pour finalement définir ce que doit être et comment on doit qualifier une IA générative dite open source. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui nous semble en fait important, en tout cas dans nos travaux, c'est qu'on ait une transparence parfaite sur les données d'apprentissage. Donc ça veut dire quelles ont été les données, quels ont été le poids, combien de fois en fait les modèles ont vu en fait chacun des
des datasets en fait d'apprentissage. Bien entendu que le code source en fait du modèle soit publié et tout le tooling qui permette de personnaliser ce modèle. Et puis il y a la question en fait de la licence d'exploitation au final du modèle. Et compte tenu qu'aujourd'hui ce domaine est vraiment en pleine évolution et est très tiré aujourd'hui par la recherche académique, notre proposition c'est d'avoir en fait deux modèles de licence, un modèle pour tout ce qui est académique et des modèles en fait commerciaux. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, dans la recherche académique, beaucoup de travaux, entre autres sur l'évaluation des modèles, et ça constitue en fait une grande valeur ajoutée, et on ne veut pas, et ces acteurs-là ne souhaitent pas, en fait, de l'acteur de la recherche académique, ne souhaitent pas que ces données-là soient réutilisées par des acteurs comme OpenAI et d'autres, dans des licences commerciales, sans effectivement contribuer en fait aux travaux de recherche. Donc, ça, c'est un élément en fait essentiel dans notre démarche, c'est de clarifier aussi ce qu'on appelle en fait un modèle dit open source. Donc sur les données d'apprentissage, puisque ça constitue la clé selon nous, aujourd'hui, ce qu'on sait en fait de ChatGPT et des grands modèles, avec toutes les études, tout ce qui est en fait maintenant connu sur ces modèles, on s'aperçoit qu'effectivement ce sont des grands corpus. On ne sait pas par contre comment ils ont été collectés. Enfin si, on le sait. Ils ont été scrappés violemment effectivement sur des contenus sur Internet, sans forcément respecter à la fois en fait le droit d'auteur, ou ici en Europe tout simplement en fait ce que constitue pour nos données personnelles en fait le RGPD. Donc tous ces modèles, hein, donc quand je dis les modèles, c'est les modèles fermés, hein, donc Anthropic, Claude 2, ChatGPT, et les modèles dits OpenWeft, donc ceux que j'évoquais tout à l'heure. Et nous, on prend le contre-pied de ça, et l'idée, c'est de faire en fait des modèles plus spécialisés, entraînés sur de la donnée qu'on est capable en fait de qualifier, avec effectivement cette ambition de pouvoir justifier l'origine de chacun en fait ce qu'on appelle les tokens, donc effectivement les données en fait d'apprentissage, de manière en fait à garantir tout simplement l'originalité et le droit en fait qui est opéré sur ces données. Et puis aussi le smart is beautiful ou le small is beautiful, c'est aussi dans le sens qu'aujourd'hui en fait dans la, je ne sais pas si vous le savez, mais en fait entre une requête que vous faites sur Google et une requête que vous faites sur ChatGPT en termes de consommation et d'impact sur l'énergie, c'est quand même x6. Donc il y a un véritable impact sur ces domaines-là, et donc nous on mise plutôt sur la construction de modèles plus compacts, plus sobres, dans une optique en fait tout simplement de limiter en fait les coûts d'apprentissage et aussi dans le coût de l'inférence. Donc quand on utilise ces modèles, d'avoir un impact moins lourd en fait sur l'environnement. Alors quand on s'est lancé au mois de juin, on nous a dit que c'était pas possible. On nous a dit c'est pas possible de faire des modèles avec de la donnée propre ou de la donnée qui soit respectueuse de notre tout simplement de notre core value, des valeurs en fait européennes de notre culture. On nous a expliqué qu'il n'y avait pas de GPU, que c'était impossible de trouver en fait les ressources computationnelles pour pouvoir en fait construire ces modèles. Bon, et donc nous, on s'est attaché en fait à démontrer tout à fait le contraire avec ces acteurs de la communauté. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Alors effectivement, dans cette première itération, on n'a pas construit un modèle fondation from scratch, parce que ça demande effectivement quelques ressources qu'on n'avait pas en fait réellement à disposition à ce moment-là. Mais moi, je me suis rapproché en fait d'acteurs comme le GENCI, hein, donc c'est les gens qui s'occupent en fait des ressources de calcul en fait au niveau national, et en leur expliquant notre démarche. Ça m'a coûté en fait un mail et un coup de téléphone. On a obtenu 50 000 heures en fait de GPU gratuitement pour nos travaux. Alors 50 000 heures, ça ne permet pas d'entraîner effectivement un modèle fondation. Par contre, ça permet de faire en fait un fine-tuning d'un modèle. Et on nous a dit, c'est pas possible en fait de faire un réentraînement dans des délais raisonnables avec des données qui soient dites propres. Donc c'est ce qu'on a fait. Et ça a donné lieu à la publication d'un premier modèle, donc qui est le modèle clair. Donc vous le retrouverez effectivement sur GitHub ou sur Hugging Face, hein, qui est la plateforme en fait de collaboration autour des modèles en fait de langage. Et ce modèle, il a la particularité en fait d'être très bon en français et très bon dans le conversationnel, puisque les données d'apprentissage qu'on a utilisées, ce sont des données qui sont issues de pièces de théâtre, puisqu'elles sont dans le domaine public, ou de pas mal de tokens qu'on a récupérés dans nos propres réunions à l'Inagora. Donc c'est-à-dire qu'on s'enregistre, hein, les réunions sont enregistrées,
On a anonymisé en fait tout ce qu'on pouvait anonymiser et on a constitué tout simplement donc des modèles de conversation entre différents locuteurs. Et donc effectivement, si vous allez sur Hugging Face, vous prenez la version Clear Chat et vous allez voir, c'est assez rigolo parce que vous allez pouvoir lui dire interlocuteur 1 a dit ça, interlocuteur 10 a dit ça, et vous laissez en fait générer le texte et il va vous générer en fait un dialogue en utilisant les techniques en fait du LLM. Et donc ça, on a réussi à démontrer là aussi le fait qu'avec peu de données d'apprentissage, puisqu'on n'avait que 135 millions de tokens, on a eu en fait une influence sur un modèle. On est parti d'un modèle qui était à 7 milliards de paramètres. Donc on a une réelle influence. Et donc ce qu'on voulait démontrer en fait avec cet exercice, c'est aussi que en partant sur un apprentissage d'un modèle fondation uniquement sur de la donnée française et uniquement sur des datasets qu'on est capable de maîtriser, on allait être capable d'obtenir en fait un modèle fondation. Et donc c'est ce qu'on s'attache à faire. Et donc peut-être vous le savez, on a avant toute l'histoire autour de Falcon, de Mistral, de Llama, en fait il y a eu un modèle qui a été issu de la recherche académique qui s'appelle Bloom. Hein, ça a été donc construit en fait en 2021. Et alors ce modèle, il a beaucoup de caractéristiques que moi j'aime bien. Il est déjà très représentatif, il comporte 46 langues. Donc déjà en fait, il n'y a pas ce poids de l'anglais. Donc il y a une très forte aussi représentativité du français, hein, plus 15% des données d'apprentissage sont en français. Et il y a une bonne représentativité aussi des langues en fait du Maghreb, des langues en fait de l'Europe. Et donc ça nous intéresse. Pareil, ils avaient fait un gros travail, hein, donc les académiques autour du projet Bloom, sur les licences. Donc il y a une licence qui a été écrite spécialement pour définir les modalités d'exploitation finalement des données d'apprentissage et du modèle lui-même. Tout ça pour dire en fait que finalement on a un asset qui a été massivement bâti en Europe, sur lequel on pense qu'on peut capitaliser comme on le fait dans l'open source, c'est-à-dire on repart jamais de zéro dans l'open source, et ben donc là on propose de refaire exactement la même chose. Donc moi je me suis rapproché avec un certain nombre d'acteurs, des gens des Français qui ont travaillé sur Bloom. Alors ils sont pas tous partis chez Hugging Face, puisque quand même une des plus grosses réussites de Bloom, c'est d'avoir permis la création de la société Hugging Face. Mais il y a quelques encore personnes, moi j'en ai trouvé à peu près une quinzaine, qui sont maintenant impliqués avec nous. Et on va lancer en fait Bloom NG, hein, c'est son nom de code, une nouvelle génération. Parce que je suis persuadé en fait qu'il n'a pas eu la reconnaissance à la fois académique mais aussi dans le monde économique qu'il aurait dû avoir. Ça c'est toujours ça, c'est d'avoir raison avant l'heure. On n'est pas forcément récompensé. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en fait avec Bloom. Donc concrètement, on a là actuellement où est-ce qu'on en est? On est en train de récolter et mettre en forme les datasets. Donc on a réussi, avec l'aide de nos partenaires, à récupérer 140 milliards de tokens en français, sur lequel on est capable de justifier presque au mot près en fait, l'origine et surtout s'assurer qu'ils sont conformes au RGPD et à la réglementation européenne. Donc tout ça, en fait, on est en train de les rassembler, les traiter. Et l'idée, c'est qu'on puisse lancer en fait la phase d'apprentissage donc sur la base en fait, de Bloom 7b à partir de mi-décembre, c'est-à-dire à partir de la semaine prochaine, en utilisant toujours les ressources en fait du Jansi, puisque le Jansi nous a dit, écoutez, on vous suit. Et puis aussi, on a été rechercher les gens de l'IDRIS, hein, donc c'est un labo du CNRS qui a été en fait en support sur l'optimisation du code et l'optimisation en fait de Bloom. Donc on a constitué finalement, on a rassemblé autour de nous ceux qui ont fait Bloom et qui sont très motivés par ce qu'on est en train de faire. Et l'objectif, je pense que vous avez eu les planches, hein, donc c'est vraiment on va faire un modèle massivement entraîné sur le français. On va garder l'anglais et le français pour cette première itération. Pourquoi? Parce qu'on veut faire de l'évaluation, et donc faire de l'évaluation, c'est quand même mieux de le faire sur quelque chose qu'on maîtrise petit que sur un ensemble plus grand. Donc c'est vraiment une ambition. Donc ça, c'est vraiment l'ambition numéro 1. Et puis la deuxième ambition, c'est essayer de travailler sur les fenêtres de contexte. Puisqu'aujourd'hui, dans ce que l'on fait, dans l'utilisation de l'IA en fait en entreprise, on a besoin en fait d'avoir des phases, donc ce qu'on appelle du contexte d'embeddings en fait important. Donc sans rentrer dans le détail, mais globalement, ça permet au moment où vous faites une invite, un prompt à votre modèle,
de pouvoir lui injecter de la donnée de contexte. Et aujourd'hui, Bloom, en fait, sa caractéristique, c'est qu'il n'a que 2048, là où effectivement les modèles classiques ont à peu près 32 000 en fait, tokens, ou Mistral en a 128 000 ou 132 000 en fait aujourd'hui, et où ChatGPT ou Cloud en fait, ou Claude 2 sont arrivés maintenant après à peu près plus de 200 000 en fait, tokens au moment de l'inférence. Donc ça, c'est aussi un travail. Donc je l'ai mis en nice to have parce que globalement, ce n'est pas l'objectif numéro 1, mais on a bien cette optique-là de pouvoir élargir la fenêtre de contexte pour pouvoir, au moment de l'utilisation du modèle, enrichir en fait la fenêtre de contexte. Donc tout ça, l'idée c'est de... Donc là, la phase on a fait une première estimation du temps d'entraînement. Donc il nous faut, pour vous donner à peu près quelques éléments, il nous faut à peu près entre 80 et 90 jours en 7/24 sur un ensemble de 48 GPU. Alors vous allez me dire c'est énorme, c'est 300 fois moins quand même que l'AMA 2. Donc les techniques en fait qu'on emploie aussi permettent de limiter l'impact, le coût et le temps en fait d'apprentissage en fait sur notre modèle. Et l'objectif, donc si vous avez fait le calcul, 90 jours à partir de maintenant, c'est à peu près 3 mois. Donc on envisage en fait de réaliser donc BloomMG dans sa première version donc au mois d'avril, avec les caractéristiques que je vous ai en fait détaillées. Et très vite, on va s'attacher à enrichir cette première itération de modèle, puisque en fait il y a une course aujourd'hui quand même au modèle. Et l'objectif, ça sera en fait, donc je vous ai pas détaillé, mais de travailler sur plusieurs aspects. Donc la multimodarité, donc finalement d'ajouter la capacité à traiter des images de la vidéo en fait à l'intérieur du modèle. De rajouter progressivement en fait le support de l'ensemble des langues, des 27 langues en fait qu'on retrouve sur la communauté européenne. Et un des objectifs, c'est pour ça qu'on travaille sur des modèles petits et sobres, c'est que si on souhaite, et c'est l'objectif que moi je donne à mes équipes de développement, c'est que ça soit au moment de l'inférence qu'on n'ait pas besoin de GPU. Donc ça puisse s'exécuter sur un environnement non dépendant de Nvidia ou d'autres fournisseurs en fait, de puces en fait, GPU. Donc globalement de pouvoir l'exécuter sur un PC classique et demain en fait sur un téléphone. Voilà. Donc voilà pour un premier éclairage et donc sur finalement le poids que peut avoir l'open source sur l'IA en fait générative. Et donc je vous invite tout simplement à rejoindre cette communauté. Donc c'est complètement informel, il y a juste le serveur Discord et vous serez accueillis et donc ensuite vous verrez en fait on a différents channels qui sont organisés, différents canaux de communication, un pour les licences, un pour les données d'apprentissage, et sur lequel on fait, ça, on publie beaucoup d'informations, tout ce qu'on fait est transparent, et on indique si à la fois on donne de la visibilité sur les traitements, sur les temps d'entraînement, et puis la progression en fait, de l'entraînement du modèle fondation. Comme ça vous avez en fait finalement une parfaite transparence sur notre démarche. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin, et si vous avez questions, interrogations, je me prête bien sûr à l'exercice. Merci.